Bonjour à tous. Pierre Danse, je suis coordinateur des activités de recherche de la HELB, également enseignant à la HELB. Vous avez ici je vais vous parler bien sûr du WP4 relatif à la collaboration interprofessionnelle en santé. Alors, en bas à gauche, vous avez les auteurs des 3 thèses de doctorat qui sont en cours. Je précise que Quentin ne sera pas ici en direct. Il était lui-même sur le front aujourd'hui. Et par rapport à la réunion de Charleroi, nous avons quelques nouvelles personnes. Nous avons Dan Lecoq qui vient d'être embauché à la HELB, qui va effectivement faire le pont avec le WP2. Alors, son projet est actuellement en cours je dirais, de montage, on va dire de finalisation. Nous avons été rejoints par Madame Karam et Madame Spinowin. Également, Jennifer et Anna Bengoechea nous ont rejoints également dans le travail. Et enfin, avec Jessica Mélier, nous établissons des liens avec le WP3. Donc, petit rappel et complément sur les étapes de la recherche du WP4. Donc, il y a une première étape de revue de la littérature sur les compétences professionnelles nécessaires à soutenir la pratique interprofessionnelle en première ligne. Donc, on va revenir là-dessus. Et également un focus sur les personnes vulnérables. La deuxième étape, alors je crois qu'on a un petit blocage dans l'image. L'image est finie. Oui. J'essaye d'appuyer, mais juste un instant. Voilà. Merci. Donc, la deuxième partie, tu peux déjà tout mettre. Hein. La deuxième partie, s'il te plaît. La deuxième partie est donc une enquête en partie qualitative et en partie quantitative qui a déjà été très largement menée avant le passage, je dirais, à l'ère Covid. Qui a porté sur la mesure de l'implantation des pratiques interprofessionnelles en première ligne et l'atteinte ou non du quadruple aim par ces pratiques. Donc ça, c'est ce qui a été présenté dans le livre blanc sur lequel je vais brièvement revenir. Ceci est également le plan de notre exposé. Les 2 derniers points seront traités, l'état d'avancement des 2 derniers points sera traité par Céline tout à l'heure. Donc, il s'agit des études de cas qui évidemment ont été orientées sur la COVID-19 depuis le mois de février. Et enfin, nous planifions une recherche-action qui effectivement portera sur l'acquisition des compétences interprofessionnelles. Donc, il y aura un très fort volet formation, tenant compte spécifiquement des aspects territoriaux. Et donc, d'ailleurs, toute notre recherche a été envisagée autour de 2 localisations géographiques bien distinctes. Je crois que Céline aura l'occasion d'en reparler. Alors, je vais donc détailler les 2 premiers points. Premier point, donc, sur la revue de la littérature. Alors, elle s'est faite en 2 morceaux. Un premier morceau a été réalisé par les chercheurs de la chaire proprement dite. Donc, il s'agit d'une revue de la littérature au moyen des bases de données classiques autour de 3 thèmes, donc, qui sont les soins de santé primaire, la relation interprofessionnelle, bien sûr, thème du WP, et la coopération entre institutions, avec comme constat important que les inégalités sociales et les publics vulnérables sont assez faiblement traités dans la littérature, et donc ça va être d'ailleurs le thème spécifiquement d'une des thèses d'ailleurs dans ce WP. Mais en parallèle, Madame Bengoechea a encadré un travail, un mémoire de fin d'études de Diane Brosseau, donc un mémoire qui s'est très bien passé puisqu'on est en train d'envisager sa publication et qui porte sur les outils de mesure de la qualité de la relation interprofessionnelle donc en santé primaire, en soins de santé primaire. Alors, s'agissant maintenant des enquêtes qui ont été menées, donc il s'agissait à la fois donc, de questionnaires qui ont été diffusés via la chaire, mais également de focus group. Alors, nous sommes basés sur le cadre proposé par Damour, donc qui considère que quand on parle de relations interprofessionnelles, il faut considérer 4 composantes sur lesquelles je vais revenir juste après, donc qui sont la gouvernance, la formalisation de cette relation au moyen d'outils, le fait que les différents professionnels des différents métiers doivent partager des objectifs communs en termes de santé, et bien sûr que ces différents groupes
doivent avoir confiance les uns en les autres et reconnaître la place des uns et des autres. Alors, ces deux derniers points peuvent être traités notamment par la formation, qu'elle soit première, que ce soit la première formation, que ce soit la formation continue. Et donc, il y aura un volet formation d'ailleurs très important dans ce projet et dans notre WP également. Alors, je vais donc traiter les 3 points. Donc, le premier point est la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est bien le fait d'arriver à faire travailler ensemble ici les différents intervenants de la première ligne qui sont rappelés en haut à gauche. Ici, on considère une liste assez étendue puisqu'on inclut également l'usager des soins de santé en tant qu'acteur de sa propre santé, mais également les aidants proches qui doivent être considérés aussi comme des acteurs à part entière. On a inclus également même les assistants sociaux. Et donc, dans cette gouvernance, on s'intéresse spécifiquement aux questions de confiance entre ces différents groupes, mais également à qui va jouer quel rôle en termes de répartition des compétences dans la première ligne. Et donc, dans le livre blanc, nous avons détaillé, suite donc à l'enquête, nous avons analysé quelles compétences pouvaient effectivement être transférées d'un groupe à l'autre en interrogeant une bonne partie des groupes qui sont indiqués ici. Donc ici, vous avez en bas à droite quelques exemples d'aspects qui ont été questionnés. Ça, c'était pour la gouvernance. Pour ce qui est des outils de formalisation de cette relation interprofessionnelle, alors en haut à gauche ici, on a rappelé ce que l'on place sous ce terme d'outils. Donc, ça comprend aussi bien des outils papier comme simplement les vieux dossiers médicaux papier, mais ça inclut également les réunions plus ou moins formelles, soit au sein des équipes de soins, soit entre les institutions. Également les lettres que les professionnels peuvent s'écrire les uns aux autres. Mais bien sûr, ça inclut aussi les outils informatisés. Et donc, dans le livre blanc, un certain nombre de questions ont été traitées. Je ne vais pas revenir en grand détail là-dessus, mais différentes questions ont été soulevées, comme notamment les problèmes de segmentation qu'il pouvait y avoir, le fait que seulement certains groupes professionnels avaient accès à certains outils, ce qui rendait beaucoup plus complexe l'échange d'informations. Et donc, le troisième élément que je vais traiter, avant de céder la parole à Céline, pardon, ça. c'est donc les aspects de formation qui nous sont extrêmement chers tant dans les universités que dans les hautes écoles. C'est que nous avons mis en évidence dans le livre blanc donc la nécessité que les différents métiers d'abord devaient bien se connaître, donc d'où la nécessité lors des formations d'avoir des séminaires qui mettent en présence plusieurs professionnels ou futurs professionnels des différents métiers. Donc, dans ces séminaires, il convient effectivement de mettre en place l'acquisition de langage commun, donc le fait vraiment que les gens parlent la même langue entre eux pour arriver à se comprendre, le fait d'acquérir une vision globale des soins de santé, d'intégrer le patient comme partenaire à part entière dans la chaîne de soins et de mettre en place les outils pédagogiques qui permettent de réaliser tout cela. Et maintenant, je cède la parole à Céline. Merci beaucoup Pierre. Voilà, donc vous avez compris que on a décidé de vous présenter ici les travaux du WP4 de façon chronologique. Hein, donc les 2 premières étapes sont déjà bien avancées et vont donc faire l'objet prochainement de publications. Alors, à l'issue du livre blanc, on avait identifié une série de priorités pour la recherche, donc qui étaient issues aussi de ces ateliers et également de la revue de littérature que Pierre vient de vous présenter. Avec cette idée de se centrer vraiment sur ce qui se fait aussi, hein, ne pas faire table rase du passé, mais partir des initiatives existantes afin de renforcer les nouveaux modèles et de construire aussi avec les acteurs l'avenir finalement de la première ligne. Et donc pour ce faire, on avait une méthodologie en 2 temps qui devait suivre ces 2 premières étapes, des études de cas sur des pratiques novatrices existantes, donc identifier des pratiques novatrices pour en tirer les meilleurs enseignements et pouvoir par la suite voilà, essaimer là-dessus, et dans une perspective alors plutôt aussi d'action, des recherches-actions collaboratives, donc des recherches qui impliquent dès le départ et directement
les acteurs concernés au sein du secteur de la santé, mais également dans d'autres secteurs. C'est l'occasion de dire voilà, qu'un des points très importants de travail du Work Package, c'est de travailler aussi sur les publics en situation de vulnérabilité, avec l'idée que travailler sur les publics en situation de vulnérabilité, c'est travailler au bénéfice de tous, dans la mesure où tous nous pouvons connaître des formes de vulnérabilité au cours de notre vie et rendre les services plus accessibles à des personnes en situation de vulnérabilité, c'est les rendre aussi plus accessibles au reste de la population. Donc c'est vraiment prendre en compte cette vulnérabilité et la diversité des facteurs de vulnérabilité concernés. Et c'est donc la raison pour laquelle on avait décidé aussi de mettre l'accent sur les collaborations entre acteurs de la santé, bien entendu, mais aussi d'autres acteurs qui vont agir avec les acteurs de santé qui sont les acteurs de l'aide sociale et de l'aide juridique. Et donc, Léa aura l'occasion de présenter sa thèse qui se focalise véritablement plus sur cet aspect. Deuxième enjeu important, mis en évidence grâce au livre blanc, grâce à la littérature également, c'est l'importance que prennent dans les modes de collaboration actuels les outils d'échange, et notamment les outils d'échange informatisés entre différentes catégories professionnelles. Et ça, c'est la thèse de Quentin. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a réalisé un petit enregistrement, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. Et enfin, un enjeu important, c'est qu'on voit aujourd'hui que les rapports entre première et deuxième ligne sont en plein questionnement, en plein bouleversement, avec à la fois des formes de ce qu'on pourrait appeler des formes de désinstitutionnalisation des soins, donc une place plus importante qui est faite à la première ligne, mais aussi parfois un hôpital voilà, qui va se rendre également à domicile, donc tout ce qui est HAD, et c'est ce que Fabien va prendre comme sujet principal de sa thèse. Alors de façon plus transversale, nous travaillons, et la Pierre l'a aussi évoqué, sur la question du contenu, des compétences. Alors ça comprend à la fois des contenus de formation éventuelle, donc formation continue, formation initiale, des différentes catégories de professionnels qui pourront préparer ces différentes catégories à l'avenir de la première ligne, mais aussi à l'avenir de la collaboration. Alors quand on dit contenu, il y a aussi l'aspect ingénierie. Donc on va, et ça ce sera aussi un mode de collaboration important, notamment avec le WP2, et via le travail de Dan, qui est en cours de définition, on l'a dit, sur les questions aussi d'ingénierie de formation, parce qu'il y a aussi l'aspect comment est-ce qu'on met ensemble des facultés différentes pour réfléchir à ces questions. La production et l'analyse de données produites par et pour la première ligne est également apparu comme un enjeu important. Et enfin, le bien-être des professionnels qui est aussi au cœur de nos travaux. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, le Covid-19, donc ceci c'était des éléments qu'on avait déjà fait ressortir en février, mais le Covid-19 étant passé par là, on a décidé en fait de saisir aussi ce contexte qui finalement fait émerger, donc bien sûr il y a des nouvelles problématiques qui émergent avec cette situation de crise, mais elle sert aussi de révélateur finalement à toute une série d'éléments qui sont caractéristiques de la collaboration interprofessionnelle en région Wallonie-Bruxelles, et donc c'est extrêmement intéressant et important de pouvoir développer un protocole spécifique qui relie, et je vais le montrer en quoi, bien sûr à ce qui était aussi initialement prévu. C'était pour ça aussi que je présentais la dia précédente, pour pouvoir faire le lien entre ces deux phases, finalement, avant et après crise. Alors, on a introduit ce protocole auprès d'un comité d'éthique, et donc tout ça a été validé par le comité d'éthique. Alors, donc la question devient à ce stade-ci, donc pendant cette période d'observation, nous avons réalisé toute une série de démarches pour analyser la façon dont la situation de crise va affecter justement la prise en charge professionnelle des groupes en situation de vulnérabilité. Donc, on s'est centré sur ce public-là en particulier, pas seulement, bien entendu, mais on a mis un focus sur la manière dont spécifiquement ce type de population était pris en charge dans le contexte actuel, sur la façon dont les échanges d'informations entre professionnels avaient été affectés par cette situation de crise, sur la manière aussi dont la collaboration entre première et deuxième ligne évoluait.
un volet de la recherche s'est centré également sur l'évolution de la formation des professionnels. Qu'est-ce qui a changé à la faveur de cette crise? La répartition des compétences et le bien-être des professionnels. Alors, comment a-t-on procédé concrètement? En 3 temps, en fait, donc on a récolté des documents officiels et officieux auprès à la fois des autorités, des groupes professionnels, pour identifier quelles étaient les procédures, les consignes et leur évolution, bien entendu, dans le temps. On a aussi collecté des informations plus informelles, donc des forums de discussion, hein, qui sont aussi des lieux dans lesquels on peut récolter de la documentation pour prendre le pouls justement aux différentes étapes. Donc, Marco a évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait identifié 4 étapes dans l'évolution de la crise. S'intéresser aux documents informels, c'est aussi se rendre compte de cette évolution du vécu des professionnels et des aidants proches d'ailleurs, puisqu'ils font partie aussi de l'enquête. Alors, des entretiens ont été menés auprès de professionnels. Alors, on a constituer notre échantillon, notamment autour du fait qu'on souhaitait à la fois rencontrer des gens qui sont actifs dans des structures, certaines étant déjà des structures qui fonctionnent de façon interprofessionnelle, mais on a interrogé aussi des professionnels qui exercent en profession libérale. Donc on en est à environ 80 entretiens réalisés dans ces 2 contextes, et donc essentiellement des professionnels de santé des différentes professions qui font partie du focus de la chaire Beehive, mais également quelques professionnels aussi du secteur social, puisque de nouvelles collaborations ont vu le jour à la faveur de cette crise, si on peut le dire. On a réalisé également des études de cas plus approfondies. Là, c'était des observations de réunions. Donc concrètement, on est allé dans certains lieux où des nouvelles formes de collaboration voyaient le jour pour faire face à la crise, justement. Donc on a assisté aux réunions, on a réalisé des entretiens complémentaires et récolté des documents pendant ce temps-là. Alors le focus a été mis sur 2 territoires, Hainaut et Bruxelles, parce qu'au début de la crise, en fait, c'était les 2 territoires qui émergeaient, qui étaient comme les plus concernés. Et donc, ce sont dans ces 2 territoires que les modalités de la collaboration se sont le plus tôt aussi mises en place. Et donc, c'était un intérêt pour nous de suivre cette évolution dès le départ. Alors, la démarche d'analyse suivie est celle de la grounded theory, ce qui signifie qu'en fait, on élabore au fur et à mesure des hypothèses qu'on essaye d'affiner par comparaison systématique entre les différents contextes qu'on a l'occasion d'observer. Alors, je ne vais pas ici déflorer les résultats parce que c'est en cours, hein, c'est le principe de la grounded theory aussi, hein, c'est que ça s'élabore progressivement en cours de collecte de données. Certains éléments, mais vraiment très brièvement, qui peuvent être mis en évidence au niveau des structures, par exemple, c'est l'émergence de nouvelles tâches très importantes, avec une réorganisation des collectifs de travail, toute une série de ce qu'on va appeler en sociologie des dirty jobs, qui consistent plutôt des tâches plutôt ingrates, hein, qui vont être reprises en partie soit par de nouveaux travailleurs, soit par des travailleurs existants dont les tâches de routine sont diminuées en volume en tout cas à cause de la crise. Donc on voit une réorganisation des collectifs de travail, on voit des nouvelles formes de leadership qui vont émerger dans certaines structures. Du côté des professionnels solo, c'est intéressant de remarquer que pour certains métiers, la crise est l'occasion de voir une explosion de la charge de travail, alors que pour certains, on assiste plutôt à une forte diminution. Et dans ce cas-là, on voit des professionnels du coup qui développent d'autres types de compétences, qui vont faire émerger de nouvelles formes de collaboration pour rester actifs et utiles dans la crise actuelle. Donc ça, c'est certains éléments qui peuvent être cités à ce stade-ci. On est en train évidemment d'analyser tout ça et des articles sont en préparation sur le sujet.
Je pense que sur les questions de bien-être au travail, donc j'ai entendu tout à l'heure Béatrice, ce sera très intéressant de pouvoir croiser les éléments. Idem avec ce que fait Hubert sur la taille des groupes. Je pense que ce sont des pistes qu'on pourra creuser par la suite aussi pour faire du travail commun. Je vais céder la place maintenant à Léa. Donc l'ordre de présentation, donc c'est Léa qui va présenter sa thèse, Yadi Biaggi. Ensuite, Quentin Maderostad, là ce sera, je vous le disais, un enregistrement. Puis Fabien, et je terminerai juste en vous montrant qu'effectivement la chaire peut s'appuyer et en même temps est l'occasion de développer aussi de nouveaux projets sur la première ligne, puisque il y a pas mal d'initiatives qui sont reliées à ce contexte de recherche qu'a réussi à créer la chaire Beehive depuis 1 an et demi, 2 ans qu'elle est